Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Studio Lacan. Aujourd'hui, c'est à la question du langage dans son lien avec le réel que nous nous intéresserons, puisque nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Aucouturier. Bonjour Valérie Aucouturier, qui est philosophe, pour une émission sur Wittgenstein. Lacan ayant régulièrement fait référence à cet auteur décisif de la philosophie contemporaine, et notamment via son fameux « Il n'y a pas de métalangage » que l'on retrouvera dès les écrits, il s'agira pour nous de revenir aux fondamentaux wittgensteiniens, pas si maîtrisés en France, pour en tirer enseignement. Ensuite, notre écho de la culture accueillera Lorenzo Speroni, pour nous parler du bien-dire chez le poète Rainer Maria Rilke. Finalement, ce sera Philippe Elbois qui prendra la parole dans l'actualité de la psychanalyse pour nous initier au dernier séminaire de Lacan paru, le séminaire 12, Problèmes cruciaux. A tout de suite. Valérie Aucouturier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en philosophie, professeur à l'Université catholique de Louvain, Saint-Louis, Bruxelles, et ancienne chercheuse au Centre de recherche médecine, sciences, santé mentale et société à Paris-Descartes, c'est ça ? Oui. Alors, vos recherches portent sur la philosophie de l'action et la question de son intentionnalité, et en lien notamment avec la philosophie et la psychologie et la philosophie de l'esprit. Vous avez publié l'ouvrage Elisabeth Anscombe, L'esprit en pratique, ainsi que L'intention en action. Vous connaissez donc très bien la philosophie de Wittgenstein et nous sommes ravis de vous accueillir. Une première question pour commencer, parce que Wittgenstein, on connaît bien son nom, c'est une référence de Lacan, mais il n'est pas très connu en France. Alors, pour commencer peut-être, si vous pouvez nous introduire un petit peu à l'originalité de son approche, et certains parlent même d'un tournant en philosophie, et de plusieurs moments, deux en particulier de son enseignement. Oui, tout à fait. Donc Wittgenstein, effectivement, n'est pas un philosophe comme les autres, et d'ailleurs ses écrits le montrent, sa manière d'écrire le montre. Donc il propose pas moins que de recommencer la philosophie en notamment se tournant vers le langage. Donc ce qu'on appelle le tournant linguistique en philosophie analytique et chez Wittgenstein en particulier. Donc ce tournant linguistique, il a accompagné les débuts de la philosophie analytique aux côtés de Gottlob Frege et Bertrand Russell. Et il a consisté de manière générale à tourner l'attention des philosophes de la philosophie vers le langage et vers la façon même dont, notamment, ils formulaient leurs questions, pour montrer que les embarras philosophiques, les questions philosophiques, et l'apparence du caractère insoluble de ces questions philosophiques étaient en fait le résultat de perplexité ou d'embarras liés à la manière dont on les formulait dans le langage, à l'indétermination de leur sens. Et donc, ce que se propose Wittgenstein, mais aussi, en fait, en partie, ses collègues philosophes analytiques, notamment Frege et Russell, c'est de revenir, en fait, à la manière dont on formule les problèmes, dont on formule les questions philosophiques, dont on pose les questions philosophiques, et essayer de sortir en fait de ce que Wittgenstein et ce que Bouvresse à sa suite a appelé les sortilèges du langage. Donc cette façon dont le langage qui nous est à la fois très très familier, qui est en fait qui fait partie de nous, qui est notre langage, qui fait partie intégrante aussi de notre pensée. Donc cette familiarité, Wittgenstein nous dit, elle peut être trompeuse, elle peut nous conduire notamment à employer ces concepts familiers
de manière décrochée, déracinée des usages ordinaires, on dira plus tard, mais en tout cas des usages sensés, des usages qui ont une signification. Et en fait, c'est ce décrochage qui s'opère souvent dans les grandes questions métaphysiques de la philosophie, et qui fait que on se trouve troublé par une formulation. Alors peut-être, je voulais vous donner un exemple qui vient en fait des recherches philosophiques, qui est le deuxième Wittgenstein. Je vous donne d'abord cet exemple et après je vous parlerai de Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, mais je trouve que cet exemple, il aide peut-être à voir un peu ce que c'est qu'un trouble, un embarras philosophique lié à intéressés par cette question. Et les psychiatres qui parlent de troubles aussi, mais j'ai comme l'intuition qu'il ne va pas s'agir de la même chose. Non, alors, c'est le paragraphe 47 des recherches philosophiques. En réalité, Wittgenstein, ici, est en train de s'adresser plutôt à Russell, mais on peut un peu abstraire ce paragraphe et juste voir comment est-ce qu'il illustre les embarras un embarras typiquement philosophique. Donc je vous lis le passage, je l'ai sur ma feuille, mais il est dans les recherches philosophiques. Donc paragraphe 47, mais que sont les parties constituantes simples dont se compose la réalité ? Voilà une question philosophique un peu classique. Et Wittgenstein poursuit, que sont les parties constituantes simples d'un fauteuil ? Les pièces de bois à partir desquelles on l'a fabriqué, ou les molécules, ou bien les atomes ? Simple veut dire non composé. Et voici ce qui importe. Composé en quel sens ? Parler sans plus de précision des parties constituantes simples du fauteuil n'a aucun sens. Donc là émerge l'idée de ce que Wittgenstein ensuite appellera des non-sens métaphysiques, c'est-à-dire l'idée que si on pose une question comme ça, aussi générale que sont les parties constituantes simples de la réalité, eh bien en fait, si on est embarrassé pour répondre à cette question, c'est pas parce que la réponse serait éminemment complexe, mais en fait c'est parce que la question est trop indéterminée pour qu'on puisse y répondre. Et donc Wittgenstein va du coup s'atteler à critiquer tout un ensemble de manières de poser des questions ou de manières de présenter des problèmes en philosophie qui, il va essayer de le montrer, sont liées en fait à nos formulations, à la façon dont on les présente. Comme quoi poser une question, c'est déjà avoir la réponse. Okay. Alors oui, ou en tout cas c'est savoir dans quelle direction on doit chercher. C'est-à-dire que l'exemple que je prends avec les étudiants, c'est un exemple que je prends souvent avec les étudiants et je leur dis voilà, cet exemple du fauteuil il est rigolo parce que donc il y a une grosse question métaphysique et Wittgenstein immédiatement, ça c'est une autre stratégie qu'il a, il trivialise la question. Il dit quelles sont les parties constituantes simples d'un fauteuil. Et là tout d'un coup on se rend compte à quel point déjà du coup la question devient triviale et en plus là on peut avoir l'exemple du kit du fauteuil qu'on a monté chez soi et là les parties constituantes simples c'est celles qui vont être sur la notice. Je ne citerai pas le genre de magasin où on trouve ça. Mais voilà, et on vérifie qu'on a toutes les pièces pour monter son fauteuil et ça ce seraient les parties constituantes simples du fauteuil selon le modèle de... Mais si on est vraiment très Wittgensteinien, on peut aller jusqu'à l'atome, non ? Oui, alors, mais donc justement, et le scientifique, peut-être que ce qui va l'intéresser, c'est justement la façon dont la réalité est composée de, je sais pas, d'atomes ou de quel type de particules physiques elle est composée. Mais bref, donc voilà un exemple d'embarras philosophique et de la manière dont Wittgenstein, en fait, il traite pas la question directement, mais il va montrer que il faut d'abord la clarifier. Et peut-être même que si on la clarifie, on se rend compte que la question n'a pas lieu d'être. Et pourtant, deux Wittgenstein. Ça ne suffirait pas. Deux Wittgenstein. Oui. Donc, le premier Wittgenstein, c'est sans doute le moins accessible en un certain sens. Donc, c'est le Wittgenstein du Tractatus que j'ai apporté ici dans une traduction un peu ancienne, puisqu'il y a une nouvelle traduction, enfin une traduction plus récente par Christiane Chauviré et Sabine Plot. Mais donc, pour le premier Wittgenstein, désambiguiser le langage, c'est-à-dire justement sortir de ces indéterminations de la signification, implique de construire un langage formel, une logique, d'extraire en fait du langage la logique, de la logique notamment le fonctionnement logique de nos concepts, mais aussi de nos raisonnements. Et donc, il faut construire un langage formel qui va nous permettre de distinguer au moyen de signes différents, donc des signes qui vont représenter chacun des significations, on pourrait dire. Au moyen de ces signes, on va distinguer différents usages possibles du concept ou de la phrase dans le langage ordinaire. Donc on a le langage ordinaire et puis la logique serait une sorte d'exposition de la structure logique de ce langage ordinaire. Et donc ça, c'est quelque chose que Wittgenstein hérite notamment donc de Frege et Russell. Et puis Wittgenstein II, donc celui qu'on appelle le second Wittgenstein, son projet de fond est le même.
il y a toujours ce souci de déjouer les sortilèges du langage, de nous sortir de situations d'indétermination du sens, mais il abandonne le projet d'un langage formel qui exposerait la logique du langage ordinaire, et il l'abandonne précisément au nom de l'idée qu'on peut, en fait, on ne peut pas mieux dire les choses que dans le langage ordinaire. Et donc, en fait, le langage ordinaire se clarifie au moyen du langage ordinaire. Et en fait, les situations d'indétermination du sens, elles vont un peu comme dans l'exemple du fauteuil que j'ai donné, elles vont se préciser, en fait, dès lors qu'on accepte de spécifier, en fait, ce qu'on est en train de dire. Et donc, c'est de le spécifier à quelqu'un. À quelqu'un, oui, à quelqu'un. Oui. Et donc, c'est peut-être une notion qu'on va aborder un peu plus tard, mais le sens va s'exposer dans ce que Wittgenstein appellera des jeux de langage, et on va décrire le sens des mots ou d'une expression dans un usage particulier, en imaginant des situations qui donnent sens à ce mot ou à cette expression. Donc là, typiquement, l'exemple que j'ai pris du montage de fauteuil, c'est une situation. Pour éclairer la façon dont on pourrait comprendre la question, je décris une situation. C'est pour ça qu'il ne faut jamais monter un meuble comme ça tout seul. Il faut avoir quelqu'un à qui parler. Ce second Wittgenstein, c'est le Wittgenstein des recherches philosophiques, c'est Wittgenstein des recherches philosophiques, celui-là. Ouais. Donc le premier Wittgenstein est plutôt logicien, on pourrait dire, et le second Wittgenstein, c'est plutôt la philosophie du langage ordinaire. Et en quoi ça s'oppose à la question du langage privé ? Qu'est-ce qui s'oppose à la question du langage privé ? Cette deuxième conception de l'usage. Pourquoi il le critique ? Pourquoi il critique la question d'une langue privée ? Pour Wittgenstein, un langage privé est une impossibilité logique. Mais logique en un sens, pas de la logique formelle, mais en un sens... au sens où il y a une contradiction en fait dans l'idée même de langage privé, puisqu'un langage est par définition quelque chose qui peut se traduire, et des mots sont des objets, on pourrait dire, qu'on peut réutiliser, réemployer, même en leur donnant un nouveau sens, etc. Or, l'idée d'un langage privé, en tout cas l'idée que vise Wittgenstein, c'est l'idée qu'on aurait à l'intérieur de nous comme des mots qui désigneraient des expériences privées. Et donc, un des problèmes, va dire Wittgenstein, c'est qu'avec cette idée-là, c'est qu'en fait, elle est insaisissable parce qu'elle consisterait à penser que... ou plutôt, ce serait un langage qu'on ne pourrait pas réutiliser, réemployer, précisément parce qu'il n'y a pas de critère d'usage. S'il est privé, il n'est pas traduisible, je peux pas l'exprimer, en fait. Et donc, c'est pas un langage du tout. En fait, ce que dit Wittgenstein, c'est un langage privé, c'est pas un langage du tout. Mais derrière cette idée-là, évidemment, il critique, en fait, tout un ensemble de conceptions philosophiques qui semblent présupposer l'existence d'une intériorité qui serait ineffable, qui serait impossible. C'est une critique du solipsisme, finalement. Alors, c'est en partie une critique du solipsisme, c'est aussi une critique même peut-être de l'empirisme en philosophie. Alors là, on rentre peut-être un peu dans l'histoire de la philosophie, mais notamment John Locke, il a une conception du langage comme étant simplement une manière d'exprimer nos idées, mais une manière toujours imparfaite. C'est-à-dire la vérité du sens, elle serait dans nos idées internes, et le langage, ce serait la manière la moins mauvaise qu'on aurait de communiquer nos idées. Et Wittgenstein va critiquer cette idée-là en disant qu'en fait, il n'y a pas cet écart entre il peut pas y avoir cet écart entre les langues, la vérité d'une langue privée et puis un langage public, parce que c'est plus du langage, sinon voilà, on parle de rien, c'est comme si on ne parlait de rien puisqu'on peut pas le nommer. Merci beaucoup Valérie Aucouturier. Nous aujourd'hui on ne parle pas de rien et on va écouter quelqu'un qui parle également de quelque chose. Nous allons écouter maintenant l'écho de la culture. Lorenzo Speroni, bienvenue. Vous êtes psychanalyste à Paris et vous venez nous parler du bien dire ou du bien écrire chez Rilke. Vous allez nous en dire plus. Tout à fait. Merci beaucoup.
Donc, pourquoi déjà Lacan met-il le mot bien devant le mot dire? Parce que toute parole ne se vaut pas. Et qu'il ne s'agit pas, dans une psychanalyse, d'articuler tout simplement des mots qui ont du sens, mais d'une parole qui touche à la souffrance d'un sujet. Alors, sans la psychanalyse, est-ce précisément à cette parole que Rilke a cherché à donner corps? Eh bien, fils d'une mère ne lui ayant pas donné, selon ses dires, une porte d'accès au monde, d'un père au regard indifférent, frère d'une sœur morte un an avant sa naissance et dont son nom porte la marque, Rainer Maria Rilke a vécu toute sa vie dans une sorte d'errance. De femme en femme, de château en château, de ville en ville. Aucun lieu ne semblait lui convenir. Le monde lui apparaissait tantôt étranger, tantôt hostile. Constamment à la recherche d'un abri, Rilke cherchait un lieu pour exister. Pour, je le cite, être une chose réelle parmi les choses réelles. C'est pourquoi il s'intéressera de près à Rodin, ce maître du regard qui sait, je le cite à nouveau, faire des choses avec l'angoisse et les élever à la dignité d'une œuvre d'art. Il écrira sur lui une monographie en s'en faisant le secrétaire, au prix de la terrible souffrance qu'il éprouve lors de son séjour à Paris. Les rencontres avec la pauvreté, la maladie et la mort laisseront des traces dont on trouve le témoignage dans son premier roman, Les Cahiers de Malte le Ritzbrigg. Alors qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Alors, toute la question est là. Puisque lorsque le désarroi le saisit, il lui est impossible de cerner par les mots ce dont il fait l'expérience. Je le cite dans ses lettres. « J'erre anxieusement avec mes profondeurs accablées sans parvenir à les atteindre. » Ou encore « Miroir tourné dans toutes les directions et d'où retombent toutes les images, je suis privé du don de choisir. » Choisir, ajoutons, les mots pour bien dire les impressions douloureuses qu'il traverse. Or, ce qu'il ne peut pas bien dire, il lui faut alors l'écrire. D'abord, dans les lettres qu'il adresse à Loandrea Salomé, sa maîtresse pendant un temps et en confidente toute sa vie, que je viens de citer, et ensuite par la voie de la littérature et surtout de la poésie. Un bien écrire, en quelque sorte, qui prend le relais d'un bien dire. Oui, par l'écriture poétique, Rilke peut en effet nommer ce qu'il vit et insuffler en lui les tant recherchés sentiments d'exister qui semblent lui faire défaut. Ses deux plus grands recueils de poèmes, les élégies de Duino et les sonnets à Orphée, témoignent de l'effort de créer un espace où la voix du poète, l'image et la parole viennent se nouer. Image écrite d'un cri solitaire, lisons-nous dans les élégies, ou encore contrepoids par lequel rythmiquement je me conquiers, lisons-nous dans les sonnets. La poésie a pour Rilke la fonction d'un bien dire. Elle lui permet de se débrouiller du réel, douloureux, avec du signifiant, selon l'expression de Jacques Alain Miller. Maintenant, pour conclure, si vous voulez bien, j'aurais aimé quand même vous lire un de ses poèmes qui sont parus en français. Il dit ceci. « Une rose seule, c'est toutes les roses et celle-ci. L'irremplaçable, le parfait, le souple, vocable, encadré par le texte des choses. Comment jamais dire sans elle ce que furent nos espérances et les tendres intermittences dans la partance continuelle. » Bon, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Lorenzo Speroni, pour cette initiation au bien-dire de Rilke. C'est à un autre type de bien-dire que nous revenons à présent avec ça fait une transition, le vocable et le texte, en effet. Absolument, sur l'usage rigoureux du langage, avec Valérie Aucouturier et notre cher Wittgenstein.
Revenons peut-être à la question qui brûlerait un lacanien de poser à Wittgenstein. Qu'est-ce que veut dire « il n'y a pas de métalangage » ? On dit que Lacan a récupéré cet aphorisme chez Wittgenstein, on ne le trouve pas tel quel dans le Tractatus, et pourtant, à vous. Merci. Alors, en fait, en réalité, c'est une question difficile parce que il faut préciser ce qu'on entend par métalangage, puisque et d'ailleurs, j'avais un peu le mot sur le bout de la langue quand je vous parlais du premier Wittgenstein, parce que certains logiciens, ce qu'ils appellent métalangage, en fait, c'est simplement le langage formel qui vient exposer la logique du langage. Et donc, le langage formel de la logique, c'est un métalangage au sens où c'est un langage qui montre les relations logiques entre nos énoncés, par exemple. Donc, qui expose la structure logique de nos raisonnements. Alors, un exemple typique, c'est par exemple le syllogisme aristotélicien. Tous les humains sont mortels, Socrate est un humain, donc Socrate est mortel. Ce que fait la logique, c'est qu'elle expose comment fonctionne ce raisonnement. Je ne vous ferai pas la formalisation ici, aujourd'hui, mais... Donc, la logique, elle est un métalangage au sens où elle n'est pas un langage qu'on parle, mais plutôt un langage qui explicite des liens logiques et des fonctions logiques. Donc, dans la mesure où le premier Wittgenstein pensait pouvoir formaliser le langage, rendre visibles les structures formelles du langage, en un sens, il proposait d'établir un métalangage. C'est ça. Cependant, ce métalangage... Alors d'abord, il va renoncer à ce projet dans la deuxième partie de son travail, enfin dans les recherches philosophiques, donc qui sont un travail, en fait, les recherches philosophiques, il y a un moment où Wittgenstein abandonne la philosophie, après le Tractatus, en fait, donc dans les années 20, et après il revient dans les années 30, il se remet à faire de la philosophie. Et ça, c'est un moment que Lacan n'a pas connu, probablement il connaissait que la première partie. Oui. Et malgré ça, il a énoncé... Il n'y a pas de métalangage, qui n'était pas tout à fait finalement la position de Wittgenstein. Mais oui et non, puisque ce métalangage, il ne peut être... Donc si on peut parler de métalangage chez Wittgenstein, ça ne peut être qu'une description en fait du fonctionnement du langage ordinaire, et à ce titre, ça reste du langage. Oui. Donc, ce que Wittgenstein va... C'est du langage ou c'est une grammaire ? Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, le concept de grammaire, ce serait la seconde philosophie de Wittgenstein, et donc il n'y a pas de différence. La grammaire, c'est ce qui va remplacer la logique. La grammaire de la seconde philosophie de Wittgenstein, c'est ce qui va remplacer le concept de logique formelle. Et si Wittgenstein reprend la notion de grammaire, c'est pour dire que finalement, ce que fait la philosophie grammaticale, c'est exposer des sortes de fonctions grammaticales des mots en usage dans des situations. Et donc, en fait, c'est ce qui... c'est difficile. Pour vous aussi, ça nous rassure beaucoup. Non, mais ce qui est difficile, c'est que... donc, c'est la fonction des jeux de langage, en fait, de nous montrer dans quelle situation un concept, une expression prend sens. Et donc, ça nous donne des sortes de règles du sens, des conditions de possibilité du sens d'un concept, qui ne sont pas quelque chose de fini. C'est ce qui est difficile aussi avec la notion de grammaire, c'est que les usages sont constamment renouvelés, et donc il n'y a pas de finitude de la grammaire. Et c'est une logique, encore une fois, qui se dit à même le langage ordinaire. Donc il n'y a pas... Et dans ce sens-là, on revient à il n'y a pas de métalangage, au sens où... si on devait entendre par métalangage une sorte de langage ou de pseudo-langage qui nous ferait sortir du langage, qui nous ferait nous mettre à côté du langage ou du langage ordinaire et qui nous permettrait d'en parler, alors ça, Wittgenstein pense qu'on ne peut pas le faire. C'est-à-dire on reste, en fait, même quand on fait de la philosophie, même quand on fait justement de la philosophie grammaticale ou de l'analyse grammaticale, on est encore dans le langage. D'où l'idée que le seul moyen d'exposer le sens et même les limites du sens, c'est de construire des jeux de langage. Et donc ça, c'est pas la même chose que ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. C'est après. Alors, si, parce qu'en fait, ce qui ne se dit pas, c'est justement ce qui serait une sorte de métalangage. Ce qui ne se dit pas, ce sont, on pourrait dire, les raisons de la grammaire. C'est ce qui ne se dit pas, ou plutôt,
le langage peut représenter le réel, voilà, une bonne manière, c'est plus une formulation qui viendrait du Tractatus, mais il y a cette idée que le langage peut représenter le réel, mais on ne peut pas représenter cette représentation. Donc il n'y a pas de... C'est ça, c'est dans cette idée-là, de méta-langage ou de méta-représentation. Et donc dans le Tractatus, il y a toute cette idée que le langage est une image du monde, que Wittgenstein va critiquer en partie dans les recherches philosophiques, mais qui a aussi un côté éclairant, enfin, dont Wittgenstein va conserver un aspect qui est cette idée quand même que le langage façonne nos façons de voir le monde, d'interagir, de concevoir nos pratiques, nos engagements. Fait le monde même. Oui, c'est ça. Il y a vraiment un rapport du langage au réel qui est tellement étroit en fait que la distinction en un sens n'a pas de sens, ou en tout cas elle est pas la ligne ne passe pas là où on voudrait la mettre, c'est-à-dire avec une sorte de monde brut hors langage, et puis d'un langage qui viendrait se surajouter. Et donc ce que je voulais dire, c'est donc le langage nous donne une image du monde, et c'est cette image qui ne peut pas se dire, qui ne peut que se voir à même le langage. Et en un sens, quand on décrit des jeux de langage, quand on fait de la philosophie, quand on travaille sur le langage et sur les usages du langage, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on présente des images du monde. En fait, on donne Wittgenstein dira des objets de comparaison. Les jeux de langage sont des objets de comparaison, c'est-à-dire simplement des moyens de se représenter une situation, se représenter une façon le sens d'un mot ou une certaine pratique. Donc on entend que finalement les jeux de langage sont très conditionnés par la question de l'usage du langage. Je me demandais qu'est-ce que Wittgenstein appelle les formes de vie. Alors, qui est encore autre chose. Oui. Et d'ailleurs j'avais une petite citation à ce propos que j'ai extraite aussi des recherches philosophiques. Donc, je disais, les jeux de langage sont des outils de comparaison. Ils nous servent à saisir le sens des mots et la grammaire des concepts qu'on utilise en les intégrant à des situations. Et c'est le seul moyen, en fait, qu'on peut de montrer le sens. Donc on est encore là dans le montrer plutôt que le dire. De voir quelles sont les règles qui régulent les usages des mots. Et donc cette notion de jeu de langage, Wittgenstein l'introduit à peu près au même moment dans les recherches philosophiques. Il introduit la notion de forme de vie, et voilà ce qu'il dit. Donc c'est le début des recherches philosophiques, c'est le paragraphe 23. Il dit: mais combien existe-t-il de catégories de phrases? L'assertion, l'interrogation et l'ordre, peut-être. Il y en a d'innombrables. Donc ça, c'est Wittgenstein. En fait, il dit, voilà, peut-être qu'il y en a 3. En fait, il y en a plus que ça. Il y en a d'innombrables, et il y a d'innombrables catégories d'emplois différents ou d'usages différents. C'est le même mot en allemand qui m'échappe là, mais qui ont traduit par usage ou par emploi, de ce que nous nommons signes, mots, phrases. Et cette diversité n'est rien de fixe, rien de donné une fois pour toutes. Au contraire, de nouveaux types de langage, de nouveaux jeux de langage, pourrions-nous dire, voient le jour, tandis que d'autres vieillissent et tombent dans l'oubli. Les changements en mathématiques pourraient nous donner une image approximative de cette situation. Je ne commenterai pas la question des changements en mathématiques, enfin, sauf si vous voulez. Mais donc, il dit, l'expression jeu de langage doit ici faire ressortir que parler un langage fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. Et après, il propose une liste d'exemples, parmi lesquels il y a donner des ordres, résoudre un problème, réciter une comptine, résoudre un problème, etc. Ah non, je l'ai dit, résoudre un problème. Donc là, il intervient à la notion de forme de vie en lien direct avec la notion de jeu de langage. Et ce concept de forme de vie, il a plusieurs niveaux, on pourrait dire, chez Wittgenstein. Donc un jeu de langage, c'est une forme de vie au sens où la moindre petite scénette qu'on s'imagine ou interaction linguistique qu'on imagine nous fournit déjà tout un monde, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... On peut pas isoler, en fait, des usages du langage de tout un tas de conventions, de pratiques, et aussi de notre humanité commune, en fait. Donc, dans la notion de forme de vie, il y a aussi l'idée qu'on partage quelque chose comme... une humanité, donc, et ça signifie des intérêts, mais aussi des besoins, des désirs, si on veut parler avec la psychanalyse. Donc il y a vraiment cette idée que une certaine conception de la morale aussi. Donc il y a dans la notion de forme de vie, à la fois l'idée de quelque chose d'extrêmement local, c'est-à-dire une forme de vie, il peut y avoir la forme de vie de,
du physicien dans son laboratoire, par exemple, ou la forme de vie du nourrisson, par exemple, qui n'est pas encore dans le langage. Mais il y a aussi une communauté de formes de vie. C'est-à-dire la forme de vie, c'est un concept qui marque, qui désigne à la fois des pratiques communes, des choses qu'on fait ensemble, une communauté de caractéristiques, et en même temps des usages très locaux du langage. C'est donc toujours très en lien avec la question effectivement du langage. On pourrait dire qu'il n'y a pas tout à fait d'idéalisme de la forme de vie chez Wittgenstein. Est-ce qu'il y a comme ça une perspective idéale, disons? Idéal au sens de la philosophie des idées, au sens où on pourrait opposer une forme d'idéalisme de la forme de vie au réalisme, par exemple, de l'usage. Alors, je suis pas sûre de bien saisir l'idée d'un idéalisme de la forme de vie. Mais disons que donc, la forme de vie n'est pas un concept absolu du tout. La forme de vie, c'est encore une fois, c'est ce qui s'intègre dans des pratiques, dans une pratique, exactement. Ouais. Oui, je suis pas sûre de... Pardon. J'étais intéressée en fait parce que vous proposiez dans un article le concept de réalisme ordinaire, oui. En opposition à un certain idéalisme qu'on pourrait dire chez Wittgenstein. Voilà, c'était ça qui... Oui, ok. Non, je comprends mieux. En fait, je sais pas si on peut lier cette question-là à la forme de vie. C'est plutôt... donc quand on parle de réalisme... au sujet de Wittgenstein, on parle quand j'ai parlé de réalisme ordinaire, c'était au sens où ce réalisme s'opposerait à un réalisme philosophique, c'est-à-dire une thèse philosophique au sujet de la nature de l'expérience. Ce réalisme ordinaire, on l'a aussi qualifié parfois de réalisme naïf en rapport avec la philosophie de la perception de John Austin. Et donc, effectivement, si on parle de réalisme en ce sens-là, c'est pour se distinguer d'une certaine forme d'idéalisme suivant lequel le langage aurait la capacité de faire exister le réel et serait même la seule source d'existence du réel. Donc c'est cette idée, comme si l'existence des objets du monde dépendait du langage. Et donc c'est plutôt... voilà. Et ce réalisme philosophique, il consiste à prendre en philosophie, en fait, une attitude qui consiste à avoir un rapport au monde qui n'est pas différent quand on philosophe et quand on ne philosophe pas, on pourrait dire. Ce serait peut-être une manière de le présenter. Et il consiste aussi à critiquer donc l'idée que les objets, ou que le monde, le réel, dépendrait intégralement du langage. Et ce serait confondre l'idée ici que nous pensons suivant des catégories linguistiques qui sont contingentes, au sens où elles pourraient être autrement. Donc on pourrait, notre concept de chien pourrait inclure les loups, par exemple. Donc nos concepts sont contingents, de fait, mais le fait que les significations auraient pu être autrement ne signifie pas qu'elles sont purement arbitraires, qu'elles ne sont pas ancrées dans une certaine constance du réel. Parfois, Wittgenstein parle d'une certaine constance du réel. Ça nous parle beaucoup. Voilà. À nous, psychanalystes, sur effectivement ce réalisme. C'est aussi l'invention de Lacan, le réel. Donc, je crois que vos explications vont nous permettre à nos téléspectateurs d'avancer un peu mieux dans la compréhension et de recommencer à lire Wittgenstein grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va passer à l'actualité de la psychanalyse avec une rubrique de Philippe Elbois.
Benoît, bonjour, vous êtes psychanalyste. Bonsoir, il est 18 Bonsoir peut-être. Membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse. Et vous venez aujourd'hui nous parler de votre lecture du séminaire 12 de Lacan, paru en février dernier aux éditions du Seuil, qui s'intitule « Problèmes cruciaux ». Oui, alors, ce 12e séminaire de Lacan, prononcé en 1964-65, est animé d'un nouveau mouvement, puisque Lacan, à l'époque, ne prend plus son départ du commentaire d'une œuvre de Freud, mais développe ses propres élaborations. L'un des problèmes cruciaux pour lui, à cette époque, est de donner au sujet un statut qui ne soit plus seulement signifiant. Le premier titre auquel il avait pensé était d'ailleurs celui de position subjective de l'être, la perspective étant d'aborder l'être et avec lui sa jouissance, c'est ce qu'on entend bien sûr, à partir du sujet. Lacan part du sujet qui parle, lequel n'est pas l'individu, mais ce qu'il dit. Chose qu'il a condensée en une formule célèbre, le signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Il ajoute aussi que le sujet n'est pas dans la signification, mais dans le sens ou sous le sens du discours. C'est quoi la différence ? Eh bien, la signification obéit à la grammaire, ce qui l'assure, alors que le sens dépend du discours, ce qui le rend incertain. Si on comprend ce que quelqu'un raconte, on commence par ne pas savoir où il veut en venir. Quand on finit par le savoir, on a le sens. Mais, entre-temps, quelque chose s'est volatilisé puisque le discours continue. C'est ce point de fuite que Lacan appelle le sujet. Il dit encore que le sujet aimant, il dit qu'il fait trou. Il le rapporte au zéro, base de la suite des nombres. Lacan situe sur ce point de fuite de nombreuses remarques sur la fonction de la nomination et du nom propre. Pourquoi ? Eh bien, parce que le sujet est pourvu d'un nom propre, dont la fonction est de fermer la béance par laquelle le sujet fuit, et de lui donner donc une apparence, mais seulement une apparence de suture. C'est l'une des raisons pour laquelle, dit-il, nous donnons des noms aux rues. Il ajoute, ce n'est pas en tant qu'individu que je m'appelle Jacques Lacan, mais en tant que quelque chose qui peut manquer. Le nom propre est donc le nom à proprement parler. C'est lui qui montre ce qu'est le nom, soit, dit-il, aussi un collage. Si le sujet creuse un trou dans l'autre, parler, c'est déjà un trouble du langage. On ne fait que perturber l'édifice académique. Le nom propre, soit le nom en tant que tel, y ramène. Lacan glisse aussi une remarque sur la distinction du prénom, dont l'importance par rapport au nom de famille, dont l'importance du prénom tient au fait qu'il est donné par les parents, et à ce titre, traduit non pas une individualité quelconque, mais quelque chose qui accompagne la naissance de l'enfant et qui tient à ce qu'on appelle évidemment le désir. Alors, il donne un exemple de nom propre, le principal, c'est celui de Porgelli, qui était amené par Serge Leclerc, un nom que Leclerc a produit dans son analyse, avec Lacan d'ailleurs, qu'il a repris au cours de ce séminaire lorsque Lacan avait réuni une partie de son auditoire en groupe restreint et fermé pour permettre des interventions d'auditeurs. Jacques-Alain Miller y a d'ailleurs fait l'une de ses premières interventions, que je vous engage à relire d'ailleurs, qui s'appelle « La suture ». Lacan relève aussi ce qu'il appelle la vie singulière du nom propre, parce que celui-ci n'est pas qu'un simple nom, mais une véritable cicatrice qui démange, qui gratte, un point exquis du sensible, dit-il, soit ce qu'il qualifiera plus tard de plus de jouir. Il y a une connexion entre le nom propre et le plus de jouir, la pathologie du nom propre si on veut. Il donne encore un autre exemple plus drôle, celui de son propre nom à lui, Jacques Lacan, selon les recherches d'un de ses élèves, et qui est criant de vérité, parce qu'en hébreu, Lacan, ça voudrait dire « et pourtant ». Mais alors, il va parler aussi de la question sexuelle à la fin de ce séminaire. Ben oui, quand même. Il faut. Ben oui, on la trouve dans la troisième partie du séminaire, intitulée par Jacques-Alain Miller « Le sujet, le savoir, le sexe ».
triade qui peut se rapporter, Lacan Dixit, à sa première triade de l'imaginaire, du symbolique et du réel. Et il fait du sujet une entité désexuée qui rejoint dans le savoir ce qui se refuse au sexe. Le sujet, dit-il, s'indétermine dans le savoir, ici dissous, lequel savoir s'arrête devant le sexe. Le savoir, dit-il joliment, ça c'est Lacan poète, le savoir est pudique, dit-il, parce qu'il se réfugie en un lieu où il pourra éviter le secret du sexe. Secret qu'il décrit comme ce que le savoir ne doit pas savoir, soit le réel. Une antinomie, donc le savoir et le réel dont Lacan fait relief. Le sujet freudien est donc celui du non-savoir, d'un non-savoir. Alors bien qu'il n'ait pas encore produit son fameux « Il n'y a pas rapport sexuel » dont nous allons faire des gorges chaudes lors du prochain congrès de l'Association mondiale de psychanalyse, j'y arrive, sa trajectoire est déjà tracée. Il s'amuse notamment du mot « dialogue ». J'ai beaucoup aimé ça, toujours à la mode et toujours creux, puisqu'il est très incertain, dit-il, entre hommes et femmes, plus précisément sur le terrain où hommes et femmes le sont spécifiquement, c'est-à-dire celui du rapport sexuel. La position analytique est de considérer que la psychanalyse n'est pas un dialogue. Il précise d'ailleurs que les fameux dialogues de Platon n'en sont pas, puisqu'il y en a toujours un qui se dérobe. Bref, le dialogue, dit-il, est toujours un exposé, ça c'est Lacan, c'est sensationnel, et on pourrait rajouter que le seul bonheur qui vaille dans une conversation, c'est d'abord celui de parler tout seul. Et le dialogue est donc toujours une duperie. Philippe Elbois, un dernier point pour conclure peut-être. Oui, alors j'ai fait là une présentation, une traversée si j'ose dire, scandaleusement succincte des problèmes cruciaux, et donc je ne voudrais pas l'achever sans souligner que le lecteur trouvera bien d'autres choses que ce qu'on vient de dire, à commencer par les fameuses élaborations topologiques de Lacan. Elles étaient pour lui essentielles parce que son exigence rationnelle était telle qu'il ne concevait pas d'avancer quelque chose sans pouvoir le démontrer au tableau noir. Le sujet, la division, le refoulement, tous les concepts analytiques doivent pouvoir se rapporter à une figure qui en rend compte. La topologie est à entendre comme le réel, disait-il. Peut-être bien qu'au studio Lacan y reviendra. Je terminerai en évoquant une réflexion sur l'histoire, faite par Lacan en mai de cette même année, et qui n'a jamais paru aussi actuelle du mois à mois qu'en nos temps inquiets. Le fondement de l'histoire, dit-il, n'est pas un sens quelconque, mais, dit-il, un rien ne se joue. C'est par là que l'histoire se différencie de ce qui se passe dans une analyse, laquelle est au contraire un jeu, au sens de la théorie des jeux. Pourquoi ? Parce qu'elle se poursuit à l'intérieur d'une règle. Il s'y joue quelque chose avec un début, une fin, un enjeu. Dans l'histoire qui se déroule actuellement sous nos yeux, et ça valait hier et ça vaudra demain, que voyons-nous sinon les mêmes tendances qui poursuivent leur course et dont on ne veut jamais rien savoir. Tel pays envahit ses voisins, comme il le fait depuis le Moyen-Âge. Telle persécution continue son œuvre comme elle le fait depuis le début de l'ère chrétienne. C'est même pour ça qu'elle s'appelle chrétienne. Bref, aucune partie ne se joue là. Il n'y a aucune partie, aucun jeu, où les jeux sont déjà faits. Il n'y a que la même pulsion éternelle et qui ne connaît pas le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci Philippe Elbois, et ceci clôt notre émission. Merci à nos spectateurs de leur attention. On vous remercie de votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine, samedi prochain, 18h30.